Je voudrais qu'on sache que ce texte ne prétend pas rendre compte de la révolution copernicienne, entre guillemets, telle qu'elle s'articule dans l'histoire, mais de l'usage mythique qui en est fait, et justement à l'occasion par Freud. Il ne suffit pas de dire, par exemple, que l'héliocentrisme fut, comme je m'exprime, le cadet des soucis de Copernic. Comment lui donner son rang? Il est certain, au contraire, on sait que je suis formé aux écrits de Coiret là-dessus, qu'il lui paraissait admirable que le soleil fût là où il lui donne sa place, parce que c'est de là qu'il jouait le mieux son rôle de luminaire, c'est lui qui s'exprime. Mais en est-ce là le subversif? Car il le place non pas au centre du monde, mais en un lieu assez voisin, ce qui, pour la fin admirée et pour la gloire du Créateur, va aussi bien. Il est donc faux de parler d'héliocentrisme. Le plus étrange est que personne, qu'on entende bien des spécialistes hors Coiret, ne relève que les révolutions de Copernic ne concernent pas les corps célestes, mais les orbes. Il va de soi pour nous que ces orbes sont tracés par les corps. Mais on rougit d'avoir à le rappeler, pour Ptolémée comme pour tous depuis Eudoxe, ces orbes sont des sphères qui supportent les corps célestes. Et la course de chacun est réglée de ce que plusieurs orbes la supportent concurremment. 5 peut-être pour Saturne, je ne me souviens plus, 3 à mon souvenir pour Jupiter, que nous importe, comme aussi bien de celles de ces orbes qui, ajoute Aristote, pour tamponner entre 2 corps célestes, les 2 qu'on vient de nommer par exemple, là, Saturne et Jupiter, l'effet à attendre des orbes du premier sur celles du second. C'est qu'Aristote, lui, veut une physique qui tienne. Qui ne devrait s'apercevoir de ça, je ne dis pas à lire Copernic, dont il existe une reproduction phototypique, mais simplement à y épeler le titre « De Revolutionibus Orbium Celestium », ce qui n'empêche pas des traducteurs notoires, des gens qui ont traduit le texte, d'intituler leur traduction « Des révolutions des corps célestes ». Il est littéral, ce qui équivaut ici à dire « il est vrai », que Copernic est ptolémaïste, qu'il reste dans le matériel de Ptolémée, qu'il n'est pas copernicien au sens inventé qui fait l'emploi de ce terme. Est-il justifié de s'en tenir à ce sens inventé pour répondre à un usage métaphorique? C'est le problème qui se pose en toute métaphore. Comme dit à peu près quelqu'un, avec les arts on s'amuse, on muse avec les lézards. On ne doit pas perdre l'occasion de rappeler l'essence crétinisante du sens à quoi le mot commun, sens commun, convient. Néanmoins, ce reste un exploit stérile si une liaison structurale n'en peut être aperçue. À question d'intervieweur, vos réponses improvisées. Du premier jet, ce qui m'est venu du fond d'une information que je prie de croire n'être pas nulle, c'est d'abord la remarque dont, à l'héliocentrisme, j'oppose un photocentrisme d'une importance structurale permanente. On voit de cette note à quelle niaiserie tombe Copernic de ce point de vue. Coiret l'a grandi, cette niaiserie, à la référer au mysticisme propagé du cercle de Marcille-Ficin. Pourquoi pas, en effet? La Renaissance fut occultiste. C'est pourquoi l'université la classe parmi les ères de progrès. Le tournant véritable est dû à Kepler, et j'y insiste, dans la subversion, la seule digne de ce nom que constitue le passage qu'il a payé de combien de peines, de l'imaginaire de la forme dite parfaite comme étant celle du cercle, à l'articulation de la conique, de l'ellipse en l'occasion en termes mathématiques. Ensuite, n'est-ce pas, dans ma réponse, je collapse incontestablement ce qui est le fait de Galilée. Mais il est clair que l'apport de Kepler, ici, lui échappait. Et pourtant, c'est lui qui déjà conjugue entre ses mains les éléments dont Newton forgera sa formule, j'entends par là la loi de l'attraction, telle que Coiret l'isole,
de sa fonction hyperphysique, de sa présence syntaxique, qu'on se réfère au livre de Coiret, Les études newtoniennes, à la page 34, s'exprime en ces termes. Alors, à la confronter à Kant, bien sûr, cette formule newtonienne, je souligne qu'elle ne trouve place dans aucune critique de la raison imaginaire. Et de fait, cette formule newtonienne, c'est la place forte dont le siège maintient dans la science l'idéal d'univers par quoi elle subsiste. Le champ newtonien ne s'y laisse pas réduire. Et, enfin, je prendrais volontiers avantage pour y trouver confirmation de ma formule, l'impossible, c'est le réel. En somme, c'est de ce point, une fois atteint, que rayonne notre physique. D'autre part, dans ma réponse, n'est-ce pas, à inscrire la science au registre du discours hystérique, évidemment, j'ai laissé entendre plus que je n'en ai dit. Enfin, c'était à développer, ça le reste même encore, enfin, mais j'en ai amorcé quelque chose dans mon séminaire de 69-70. Je conclus cette note par cette formule que l'abord du réel est étroit.